Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Avec Philippe Collignon, on va vous faire réviser vos crayons papier, hein. Faire réviser vos bases en jardinage. Et puis c'est la bonne saison. Qu'est-ce qu'il est indispensable de bien connaître et de bien maîtriser pour avoir un beau jardin? Levez le doigt. Très bien, il faut maîtriser la terre, c'est parfait. Et la qualité du sol, bien sûr. Ça s'achète, bien sûr. Ça s'achète, ça se s'entretient. transforme, ça s'analyse, Ça s'aère. ça s'aère, et ça se travaille maintenant. On a fait le bilan du printemps, de l'été, de l'automne. Il y a des plantes qui sont mortes, d'autres qui ont résisté. On se dit, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient des maladies? Est-ce que ça vient des parasites? Est-ce que ça ne viendrait pas de notre sol, de la qualité physico-chimique du sol? Est-ce que ça vient de ce que je suis nul? Ben non, on n'est pas forcément nul, mais on craque sur une plante, on la met à droite, à gauche, à l'ombre, au soleil, et puis elle vit ou elle périclite. Et on se dit, bon, parce que je n'ai pas arrosé, parce que la plante n'est pas vraiment rustique. Eh bien, détrompez-vous, souvent, c'est la qualité intrinsèque du sol qui est mise sur la balance. C'est-à-dire que si vous avez un sol acide, ou si vous avez un sol basique, ou si vous avez un pH neutre, ça change toute la vie de la plante. Pourquoi? Parce que si vous mettez une plante dans un sol qui ne lui est pas adapté, elle va être fragilisée. Pourquoi c'est pas marqué sur les petites fiches dans les jardineries, plante adaptée à tel sol, ne la mettez pas ailleurs? Souvent c'est marqué, mais on ne lit pas les chromos, on ne lit pas... Ah oui, comme on le sait, ben voilà. C'est là où ils vont venir. C'est ça, regardez. Comme on le sait, vous avez aujourd'hui dans les vous avez aujourd'hui dans les jardineries des kits, ça coûte à peu près 80-90 €, mais là on vous fait toute l'analyse du sol, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, la potasse, les micro-organismes, s'il y a la matière organique, s'il est acide, s'il est basique, on vous fait tout. Et là, plus d'erreurs pour se tromper, enfin vous ne vous trompez plus. Il y a un célèbre couple là, qui analyse la terre pour des vignerons. Eh ben c'est eux. C'est les mêmes? C'est eux qui ont mis ça au point. Ah d'accord. Oui, c'est eux qui ont mis ça au point. Mais ce sont des stars, ces deux-là. Ce sont les stars de tous les vignobles français et dans le monde entier d'ailleurs. Étrangers. Et dans le monde entier, effectivement. Moi, j'ai vu travailler en Italie. Exactement. Et c'est le fils qui a repris un peu l'idée du particulier. Ils sont incroyables, les parents. Ils sont incroyables. Et vraiment, ils connaissent le sol. Ils sont capables, dans les vignes, de vous faire des trous de 2-3 mètres pour voir la structure du sol, savoir s'il est compacté à 3 mètres, à 4 mètres, etc. Et de vous annoncer la mauvaise nouvelle. La tête du vigneron, ça, c'est pas ça du tout. Non. On arrête tout, là. Ça change complètement la qualité du vin. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Bon, alors là, on va voir des astuces justement pour rendre le sol plus agréable et choisir les végétaux adaptés à son sol. Regardez. Imaginez le jardin idéal. Le sol, la façon de cultiver son lopin de terre sont les fondements d'un jardin en pleine santé. Voici quelques idées à mettre en place rapidement. On est parti sur l'idée d'un jardin d'automne, donc c'est le retour au sol. Et de mettre en avant en fait le sol vivant, le sol fertile qui est à la base de tout jardin. Et qu'avant même d'acheter un très bel érable par exemple, il faut que le sol du jardin soit vivant, soit fertile. Et donc toute cette mise en scène parle de ça. Le sol ici est matérialisé par une clôture en fer rouillé et stabilisée. Elle sert à la fois d'écrin pour le jardin, mais aussi à mettre en évidence l'importance des différentes couches que constitue un sol vivant. On a souhaité, avec ces grandes palissades en rouille, montrer la constitution des sols comme une coupe pédologique avec les différentes strates qui constituent un sol vivant. Et à l'intérieur de ce jardin, ça nous a permis aussi de créer des massifs en volume et à l'intérieur de recréer un jardin à vivre, comme un cocon. D'où les volumes, d'où ces installations de mobilier qui permettent de s'asseoir, de profiter, d'être au calme. Le sol aussi a été traité dans cette idée-là, que ça fasse référence à un sol labouré. Le cœur de ce jardin, c'est un potager à hauteur d'homme. Les légumes sont présentés dans des sacs de récupération. Une belle idée à reproduire à la maison. On a souhaité que dans ce jardin, il y ait quand même un aspect nourricier, puisqu'on parle du sol, et que le sol puisse engendrer des végétaux qu'on puisse utiliser comme aliments. Les végétaux sont présentés sous forme de strates, de la plus grande à la plus petite. L'idée, c'est de voir que des plantes peuvent mutuellement se protéger. On y trouve des arbres à perruque couleur rouge, qui symbolisent l'automne, et des plantes à fruits comme les pommiers d'ornement. Tout l'extérieur, on est plutôt sur un sous-bois. Et plus on descend vers l'intérieur du jardin, plus on est vers des univers ensoleillés de prairies fleuries, avec toutes ces graminées, avec toutes les echinacées. Si vous n'avez pas commencé votre jardin, sachez que la première chose à faire est de connaître son sol.
Pour le savoir, faites-le analyser. Les jardineries proposent aujourd'hui ce service. Bien, parce qu'au fond, elles vous font une carte d'identité, un CV de votre terre. C'est un CV de votre terre. Et puis quand le sol est vraiment inadapté, on l'a vu dans le reportage, eh bien on vous propose de le faire hors sol, c'est-à-dire créer des bacs, des grands bacs pour remettre de la terre par-dessus. Et là, la plante est adaptée. Voilà, donc c'est des jardins au carré ou tout simplement des sacs de paysagistes récupérés pour avoir des potagers hors sol. C'est bien ça. Ça, c'est super. Bon, c'est la base. Hein. Ça Donc, coûte faites analyser ça. votre sol, 80-90 € pour avoir une analyse. Ça, là Ouais, voilà. Vous avez un petit sac à l'intérieur, vous mettez votre terre, vous l'envoyez par la poste et vous recevez 3 semaines, un mois plus tard, l'analyse complète de votre sol avec les astuces et les conseils pour l'améliorer. C'est pas qu'une lecture, c'est une analyse de sang du sol commentée. Qu'est-ce que vous attendez C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. Bon. Alors, Préparer le café noir, des nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi. ils en font un métier. Hein. Alors, il devient, alors, comment dit-on, caféier? Non, ça va pas. Caféteur, ça va pas non plus. Sommelier. Ils appellent ça sommelier en café. Et oui. On aurait pu trouver un nom, peut-être. Sommelier en café, c'est un des métiers du café. Mais après, vous avez ceux qui font la torréfaction, vous avez ce qu'on appelle les baristas, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se trouvent derrière le comptoir, mais qui vont maîtriser, attention, la chaleur du moulin, le nombre de grains, combien de temps. Ah non, mais ils sont dans le détail. Le diable est dans le détail. Le type de sol où pousse le café est important aussi. On nous parlait du sol. Ouais. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et le regard absolu sur la cuisson, ça, c'est pas les baristas, c'est les torréfacteurs, mais la cuisson du grain de café, on est au millimètre près. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a une école pour ça? Eh ben oui. Et il y a une école. Et nous en avons trouvé une qui se trouve à Paris. Et en fait, c'est une espèce de caféothèque. D'ailleurs, elle se nomme la caféothèque parce que c'est un centre entier dédié au café. Vous y trouvez tout. Des expositions sur le café. Évidemment, vous pouvez en acheter, mais qui viennent du monde entier. Vous pouvez vous installer et siroter des cafés. Et évidemment, et surtout, ce que vous trouvez dans cet établissement, c'est une école qui s'est entièrement consacrée au café. Et là, vous apprenez, vous avez différentes formations. Si par exemple, vous voulez tout simplement vous initier à savoir débusquer les différents arômes dans un café, vous avez votre initiation. Sinon, vous en avez des plus longues, vous en avez des professionnels. Si vous avez envie de devenir sommelier en café, nous avons eu le plaisir d'être présents. Vous avez pris un cours accéléré? J'ai pris un petit cours accéléré, puis j'ai goûté plein de café aussi. L'école des métiers de café s'adresse à des jeunes qui veulent se reconvertir au café, à des chercheurs d'emploi, à des personnes passionnées du café qui veulent consacrer leur vie au café. L'école dispense des cours de torréfaction, de sommellerie en café, de barista. Quand on fait la torréfaction, on a beaucoup de réactions chimiques, du coup de gaz qui se produit. Si on a une belle mousse comme ça, en fait, c'est qu'on a un café qui est très frais, qui a été torréfié il y a une dizaine de jours. L'art de la torréfaction, c'est de conduire ce café avec un profil qui a fait de baisser, monter la température. C'est extrêmement précis, ça se joue en 10 secondes pour extraire le meilleur du grain. Les grains torréfiés. Comment sont-ils torréfiés? Voilà, il faut qu'il y ait une lumière sur le grain et que le grain soit lisse. Jamais gras. Ceci serait une torréfaction brûlée qui est toxique. Donc, contrairement au café en expresso, le filtre va nous permettre de travailler plus un côté floral. Qu'est-ce que vous avez mis comme café ici? Alors là, j'ai choisi le café de République dominicaine. Donc on va retrouver des notes d'ananas. Un sommelier en café, c'est la personne qui peut choisir des cafés fins en accord avec des mets salés, des mets sucrés. Quand on parle par exemple de douceur, d'acidité, de corps, d'équilibre, de longueur en bouche, si on se penche sur l'acidité, je trouve qu'on est très proche de l'acidité de l'ananas. Pour devenir sommelier en café, on apprend la caféologie, c'est-à-dire qu'on va déguster des échantillons par centaines. On va pouvoir déceler les arômes en longueur en bouche. À un moment donné, ça s'ouvre et on va pouvoir différencier l'un de l'autre et pouvoir créer des mariages. Miel. 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 Très bien.
faut qu'on soit vraiment au gramme près sur chaque réglage. Voilà. Être barista, c'est connaître la machine. C'est régler son moulin plusieurs fois par jour, selon la température, la pluie, l'humidité, etc. C'est faire une extraction avec le bon compactage dans le temps qu'il faut. Dès que tu le mets, il faut que tu appuies sur le bouton. Sinon, ton café, il chauffe trop et il cuit, entre guillemets, il brûle. Être barista, c'est vraiment dominer l'art de servir un café parfait. C'est le dernier acteur d'un café fin. On compte le nombre de tasses consommées par jour à plus de 2,5 milliards. Il n'y a pas une autre boisson qui soit aussi planétaire que le café. Petit dessin. Ah ben, c'est un art. Ah ben, les petits Vous brûlez dessins, le café. Trop chaud, vous le brûlez. Ah ben oui. Ah oui, Non, c'est pas vous brûlez, c'est vous le brûlez. oui. Vous le cramez. Ça change tout. C'est dans le détail, à 1 degré près, à 1 seconde près, tout se joue. Il y a du boulot ici. Hein. Bah, ça s'apprend. Ici, oui. Faut les envoyer. On va les envoyer, voilà. La machine, elle n'est pas terrible. Hein. Elle n'a pas d'âge, elle aussi. Bon, merci beaucoup. Dans quelques... Mi son svegliato, oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Yves Olivier chantait très bien en italien et pour cause. Il avait l'accent, etc. Alors pour évoquer la mémoire d'Yves Montand, le plus simple c'est de demander à Carole Abiet, mais elle n'est pas venue seule, avec le fils d'Yves Montand, Valentin, qui a quel âge maintenant? 28 ans. 28 ans. William, très discret, Oui. très discret dans les médias, un garçon, alors les pieds sur terre, grand, 1m93, Valentin, son papa mesurait 1m87, passionné de jeux vidéo, hein, il a suivi une école à Nissa, de jeux vidéo à Montpellier, maintenant je crois qu'il veut former, enfin en tout cas, former des jeunes à l'élaboration de jeux vidéo. Et cet enfant a des souvenirs très précis de son papa? Il va répondre à cette question très furtif, mais des impressions, quelques légers souvenirs. Donc, montant par montant, William, ce qui est intéressant dans ce livre publié aux éditions du Nouveau Monde, c'est que ce sont les interviews que Montand a données entre 46 et 89 à la presse écrite, à la télé, donc tout est retranscrit. Donc il n'y a pas de déformation, c'est Montand qui parle du métier. Il y a des choses drôles aussi, parce qu'évidemment, au cours d'une vie, on change. Par exemple, en 46, Montand dit « Je n'ai pas l'intention de me lancer définitivement dans le cinéma. À mon avis, c'est une erreur quand on est chanteur de devenir acteur. Oui, » Voilà, sûr. sauf que lui, il a eu la chance d'être crédible dans les Heureusement, deux. il a changé d'avis. Non, moi j'avais imaginé que c'était Montand expliqué par Montand, le fils. Ah non, William. Et Non, j'ai non, trouvé non. que c'était rigolo Non, aussi. bien sûr. Non, ça, on l'a fait, nous, pour Télématin. Donc, il a accepté, pour Télématin, aux côtés de sa maman, de parler de son illustre papa. Regardez. Moi je m'en fous, je m'en contre-fous. Avec mon destin, je vais bras dessus, bras dessous. Carole et Valentin, bonjour. 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 Nous commémorons les 25 ans de sa disparition. Les gens continuent à adorer Montand, Ben oui, à regarder ses films quand il passe à la télé, à Oui. acheter ses disques. Ça vous inspire quoi? ben qu'il était aimé des Français, c'est ça qui compte le plus, parce que je crois qu'un artiste est mort le jour où on l'a complètement oublié. Il est parti jeune, hein, il avait 70 ans, je Oui. crois. La postérité, il en parlait, vous en parliez? Non. Non, vous voyez, vraiment, à la naissance de Valentin, il disait, bon, maintenant, il faut que je vive au moins jusqu'à ses 18 ans. Donc oui, il pensait pas du tout à la postérité. Lui, il se voyait vivant, il avait encore plein de projets plein la tête, il devait remonter à Bercy au mois de mai 92. Et il voulait que Valentin soit dans l'immensité de Bercy pour pouvoir avoir ce choc émotionnel qui lui permettrait de se souvenir toute sa vie de son père sur une scène. Valentin, vous êtes petit lorsque votre papa disparaît, 3 ans, je crois. Avant, oui. Avant même. Vous avez quelques bribes de souvenirs? J'ai malheureusement très peu de souvenirs. Les quelques rares souvenirs que j'ai n'ont pas vraiment de sens. C'est plutôt des lieux ou des images très, très furtives. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Quels sont vos films et chansons préférés? Alors, mon film préféré, ça varie beaucoup entre Le Milliardaire et Le Sauvage. C'est mes deux films que j'aime le plus.
Et la musique, la chanson, c'est les feuilles mortes. Les feuilles mortes, c'est vraiment la musique qui me fait ressentir le plus de choses à chaque fois que je l'écoute. C'est très très triste, mais très très forte et magnifique. C'est une chanson. Oh, c'est pour qui? C'est pour moi? Bien, qui nous bien. ressemble. Ah, c'est gentil, ça. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Quand on sait en plus qu'il a mis du temps à l'imposer, au début, ça marchait pas, les feuilles mortes. 3 ans, il était obligé de la mettre entre 2 chansons envolées. Sinon, c'était 3 beignes, comme il disait. Et qu'est-ce qu'il a eu raison de s'entêter? Mais il ne comprenait pas, parce qu'une si belle chanson, c'est fou quand même. Et vous, Carole? Ah ben moi, mon film préféré, c'est quand même César Rosalie, de toute façon. Parce que César, c'est mon temps. Bon, il cassait pas tout dans la maison quand il était fâché. Mais c'est vrai qu'il était, voilà, c'est quand même il est très très proche de mon temps dans la réalité. Et puis j'aime bien Syracuse, qu'il a chanté pour moi en tournée parce que je voulais absolument qu'il mette cette chanson, donc ça me rappelle plein de souvenirs. J'aimerais tant voir à Syracuse l'île de Pâques et Kérouan. Je suis sûr, Valentin, que les gens devant la télé ce matin se disent: est-ce que ce grand et joli garçon a pensé à faire comédien ou chanteur? Alors, pour la sécurité des Français, je pense qu'il ne faut pas que je devienne chanteur. Bon, alors on enlève chanteur. Voilà, ça c'est le plus sûr. Après, comédien, c'est pas mon objectif de vie en fait. Mais par contre, j'aimerais beaucoup pouvoir rendre un hommage à mon père dans le film que mon parrain essaie de monter, un biopic sur mon père. Ce serait vraiment comme une sorte de lien, ça me rendrait vraiment très fier et je serais très heureux de le faire. Et votre parrain, c'est Jean-Louis Livy. Jean-Louis Livy, absolument. De Vérone, au sommet du Fujiyama. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci. Il est charmant, ce jeune homme. Il est charmant. Alors, il est timide, mais en même temps, je trouve qu'il passe bien. Il est très à l'aise. Je crois que c'est de ses premières. Un biopic, donc un film, alors peut-être. Un film, et je crois que ce serait Thierry Levic qui sur la carrière. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est vrai que Valentin se dit: je suis pas comédien, mais si je pouvais ouvrir une porte, ce serait un bel hommage rendu à mon papa. Sûrement. On vous tiendra au courant, évidemment. Donc, Montant par Montant, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs. On se retrouve dans quelques instants. Madame, monsieur, après le journal et la météo. À tout à l'heure, donc. Ça parle beaucoup de politique, hein, non? Notamment, et très franchement, j'avais le choix ce week-end entre la primaire de la droite, l'élection aux États-Unis. J'aurais pu aussi philosopher sur le thème de la démocratie, disserter sur les rapports entre la gauche et l'islam, regarder toutes ces unes, m'attarder sur les femmes qui font avancer le monde, vous entretenir du blues de Valentin Montant, on en a parlé tout à l'heure, ou de la vie trépidante de Céline Dion, mais non, une fois n'est pas coutume, sujet unique ce week-end. Je suis tombé en effet sur une interview exceptionnelle de Frédéric Mitterrand dans l'Express. Oui, exceptionnelle parce qu'il balance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il balance sur lui. Habituellement, les gens balancent sur les autres. Mais lui, non. Il se livre à un mea culpa avec une jubilation. Il est son meilleur ennemi. Ah oui, là. Et une sincérité qui nous font le regarder vraiment avec une tendresse particulière. Alors d'abord, il balance sur la famille. Il dit: quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de domestiques dans le bel appartement bourgeois de ma mère. Elle était charismatique, élégante, admirée de tous. Et cet appartement était le lieu parfait, dit-il, pour la lutte des classes. C'est-à-dire que spontanément, je me rangeais dans le camp des serviteurs, mais je ne pouvais pas dire grand-chose. Je suis faible, c'est mon défaut, dit-il. Alors ça commence comme ça. Ensuite, il balance sur ses propres petitesses. Et alors là, vous allez voir, il dit: je suis hanté par le mal que l'on peut faire aux autres. Et un jour, dans la cour de récré, donc quand il était gamin, j'ai traité mon copain de sale juif, j'en ai éprouvé un sentiment de honte insurmontable et chaque fois, aujourd'hui, qu'il est question des horreurs infligées aux juifs, eh bien, je pense à lui, dit-il. Il y a peut-être pire, il parle du réalisateur égyptien Salah Abou Saïf. Il dit: je lui avais promis de diffuser l'un de ses films quand j'étais patron de salle de cinéma. Le problème, c'est qu'on lui avait dit à Frédéric Mitterrand que le film allait faire un bide total. Donc qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a profité de l'incendie accidentel de l'une de ces salles de cinéma pour dire au réalisateur:
c'est un incendie d'origine criminelle parce qu'il a surfé en fait sur la période à l'époque qui était une période de forte tension au Moyen-Orient et c'est ainsi que l'idée de diffuser le film a été abandonnée. Et voilà, il avoue, il balance tout. Alors, il parle d'Anne Pinjot aussi. Mais quoi, c'est une confession, c'est comme s'il avait un curé en face de lui en disant voilà, j'ai fait ça, mais à culpa, mais à culpa. Mais oui, mais il se flagelle, et ça en fait, parce que là, il y en a 3 pages, mais il y en a 360 pages dans le bouquin qui sort et qui s'intitule « Mes regrets sont des remords ». Il parle d'Anne Pinjot. Alors là, il dit elle est fantastique, fantastique orgueil. C'est pour lui une qualité. Il dit que parce qu'elle balance tout après cette tenue si longtemps à l'écart, donc lui, il applaudit. Il dit ministre de Sarkozy. J'ai pas été un très bon ministre, dit-il, ni un mauvais non plus, mais on devine bon que Sarkozy, il a un peu forcé. Hein, je veux dire, c'est lui qui guidait les affaires. Alors, il parle aussi de son homosexualité. Et là, il dit lui-même, là, c'est radioactif. Il y a eu des cas de prostitution, dit-il, c'est évident, mais je ne faisais pas de mal. En fait, j'ai un vrai problème, dit-il, j'aime les femmes et il y a quelque chose qui me bloque au dernier moment. Et alors, fin de la confession, on comprend que son cheminement sexuel l'a amené à prendre des risques dans sa vie. Et il dit, lorsque je traînais, je me suis fait agresser 2 ou 3 fois à Rabat ou à Levallois. Jeune, j'ai logé avec des personnes peu recommandables. L'homosexualité est une catastrophe, poursuit-il, car tout devient compliqué. C'est une chance aussi, car elle rend plus lucide et tolérant, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, je vous ai dit 3 pages et 360 pages dans le bouquin. Mimi, là, regardez, et là, il est Mimi, c'est en 1973, lorsqu'il inaugure les salles de cinéma olympiques qu'il a rachetées. Et il fait ça en compagnie notamment de Gene Seberg, qui est sur la droite. Ah oui, c'est vrai. C'est bien, je me disais, j'ai déjà vu ce visage. Bien sûr, Gene Seberg. En tout cas, si toutes les interviews étaient comme ça, je peux vous dire que la presse française se vendrait mieux. Parce que on lit, on relit, on hallucine. Quoi. Il balance. Oui, il y a le bouquin qui arrive derrière. Mais oui, mais lui, il est unique. Donc, vous lirez ça qu'une fois. Merci beaucoup, Patrice. Je dis ça comme ça en pyjama, ça marche très bien aussi. Ça marche aussi. On va travailler quelle partie du corps? Alors aujourd'hui, on va travailler les cuisses et les jambes et on va travailler l'explosivité et la puissance. Qu'est-ce que c'est l'explosivité? Alors, la puissance, déjà, c'est la force qu'on multiplie à la vitesse. Et donc, l'explosivité, c'est de la version un petit peu plus hardcore de l'entraînement. Et j'ai demandé, pas à n'importe qui comme d'habitude, vous savez, alors je laisse les chroniqueurs se reposer. Et j'ai demandé et j'ai demandé à Djema Belkhodja, qui est le champion du monde en titre de karaté, Kyokushinkai. Alors, qu'est-ce que c'est? Le karaté Kyokushinkai, c'est un des karatés les plus violents au monde. C'est le plus violent au monde. Donc, c'est un Français, il est champion du monde à Tokyo en plus, hein, chez les Japonais. Il est 9 fois médaillé d'Europe et il est 12 fois champion de France, si bien qu'en fait, il arrive à faire... Le karaté n'est pas un sport olympique? Si, c'est un sport olympique, mais pas le Kyokushinkai. Voilà. Ah bon. Alors que lui, voilà, c'est vraiment une spécificité. En gros, la devise de ce sport, c'est un coup, une victoire. Donc ça calme. Mais je suis allée lui demander deux, trois petits conseils pour nous entraîner. Il vous donne un coup et c'est fini. C'est fini. Le but, c'est le chaos, en fait. Voilà. Donc il ne faut pas l'embêter. Il est très docile, très gentil. Je m'en suis plutôt bien sortie, mais c'est surtout des exercices très efficaces. Vous allez voir. Attention à vos cuisses. Djema, merci de m'avoir rejoint sur ma chronique. Comment vas-tu? Super bien, et toi? Écoute, pour le moment, ça va dépendre de ce que tu veux me faire faire. Donc toi, tu vas me montrer 2 exercices pour ta préparation physique. Et là, je crois qu'on va travailler un peu les jambes et les coups de pied ou pas? Exactement. Là, on va travailler les membres inférieurs pour travailler un peu la puissance quand on n'a pas de matériel. D'accord. Donc je vais te montrer, ça s'appelle les grenouilles. D'accord. Ici. Hop. Tu descends quand même très très bas. Et donc ça, tu en fais combien? Ça, j'en fais avant un championnat, je dois en faire 15 d'affilée avec peut-être, je le fais 5-6 fois. Ah ouais, ça pique un peu quand même là, je Ouais, pense. surtout le lendemain, ça pique fort. Ouais. Et donc après, tu enchaînes cet exercice avec celui que tu vas nous montrer juste là. Exactement, on travaille sur cible. Là, ici, c'est une raquette. Là, on appelle ça maoshigiri en japonais. D'accord. Coup de pied circulaire. Donc, tu me fais pas mal. Pas de soucis, on contrôle. Hop. En fait,
tu lèves la jambe plus haut que ma tête. Ouais, au-dessus. C'est impressionnant. Alors nous, on n'est pas 12 fois champion de France, ni vice-champion du monde de Kyokushinkai. Donc on va la jouer plutôt cool. Je vais vous montrer les exercices inspirés de la préparation physique de Gemma pour travailler nos cuisses et les sculpter. Donc en fait, Gemma, tu vas venir te mettre en face de moi. D'accord, ici. Alors Gemma, lui, quand il fait la grenouille, il descend très très bas et il décolle les talons. Nous, pour éviter de nous blesser au niveau des genoux, on va plutôt descendre en squat, donc ce qui est un petit peu plus facile. Hop. Et là, on va faire un saut sur l'avant. Puis demi-tour, on descend et... Et on revient, on essaye de faire 10 sauts les uns à la suite des autres, donc peut-être avec un demi-tour si vous n'avez pas assez d'espace. Et le deuxième exercice, vous allez vous mettre par deux, vous s'accrochez à un mur, je vais t'attraper les poignets, je te jure, je ne peux pas te faire mal. Vas-y, je bloque au cas où. Donc là, on va fléchir la jambe avant et on va monter le tibia au niveau de la taille de votre partenaire. En soufflant, on inspire, on souffle. Une fois que vous avez fait une dizaine de répétitions, on enchaîne avec la montée de genou. Je vais monter mon genou le plus haut possible sur demi-pointe. On inspire et on souffle. Jambe droite, puis jambe gauche. Donc là, et on remonte et on relâche. Ça va, je t'ai pas fait trop peur? Non, ça va, impeccable. Bon, écoutez, vous faites ces deux exercices et puis vous répétez encore et encore 10-15 répétitions. Vous serez presque aussi puissant que Gemma. Merci Gemma. Merci à toi. Quand vous sautez, quand vous avez fait les sauts de la grenouille, vous atterrissez sur les talons? Oui, on met les talons en premier pour vraiment amortir, alors que lui aura tendance à être comme des pattes de chat, sauf que nous, on n'a pas les articulations qui tiennent la route aussi bien que le champion du monde. Donc on y va tranquillement, on fait des plus petits sauts. Et des petits sauts, il faut qu'ils fassent quoi? 1 mètre, pas plus? Ou 1 mètre, 1m20. Voilà, il faut un peu se déchirer quand même. Un peu plus là même. Oui, mais on est sportif. C'est pas parce qu'on en fait un qui fait 1m50 que c'est mieux. C'est Non, pas ça l'idée. non, vaut mieux être bien placé, faire peu que d'aller vous faire mal. On peut arriver à le faire, ça. Ah bah oui, bien non, sûr. Non, mais c'est pas Par toujours contre, le ça cas. pique un peu sur les cuisses. Hein. Une dizaine? Oui, une dizaine. Juste une dernière chose très rapide. Gemma, il a un dojo à Paris. Qu'est-ce que Donc, c'est un dojo? un dojo, c'est son centre d'entraînement où il entraîne des gens. Donc, n'hésitez pas, c'est dans le 19e arrondissement. Et c'est le coach officiel aussi de l'équipe de France qui part en Pologne le 25 novembre prochain pour faire les championnats d'Europe. Voilà. D'accord. Merci, Julie. On se retrouve tout à l'heure, madame, monsieur, juste après le journal et la météo que voici. Poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Loïc Ballet à la tête de son triporteur a mis des palmes et il s'est allé faire un petit tour du côté de la mer, laquelle, il va vous le dire, pour rencontrer les petits poissons précisément. C'est essentiel de les regarder et s'est intéressé à la diversité de la pêche. On ne pêche pas n'importe quoi, en n'importe quelle saison. Pourquoi? Parce que les océans sont pillés et certaines espèces disparaissent. Et là, vous avez rencontré quelqu'un qui veille à ça. Quelle est son idée au fond? L'idée en fait d'Anthony Caillot, c'est de se dire que tous les poissons sont bons à manger en fait. On a tendance à nous servir tout le temps du cabillaud, du saumon, de la sole, voilà. Et finalement, on a toujours les mêmes poissons dans une carte et dans un restaurant parce qu'on a pris des habitudes. Et le problème, c'est que bien souvent, ces poissons-là sont trop pêchés. Donc, on est en surpêche sur ces poissons-là. Il y a quand même un chiffre assez incroyable, c'est qu'en Atlantique Nord, 80% des stocks sont en surexploitation. Ça veut dire que 80% de ce qu'on pêche, on devrait ralentir. On ne devrait pas au ralentir. Alors, ça y est, maintenant, on a ancré, les pêcheurs ont ancré bien la saisonnalité, toutes ces choses-là, mais finalement, c'est pas forcément la faute du pêcheur, c'est plus notre faute à nous, consommateurs. Parce que quand on va sur l'étal, on ne l'achète pas. On ne sait pas. Je suis sûr que Voilà. nous ignorons la... Mais si je vous parle du maquereau, le taco, le rouget grondin, la dorade ça grise... va, le taco... Voilà. Et tous ces poissons Rouget grondin de nom. sont très très bons. Ils sont
ils n'ont pas à rougir des autres, ils sont Il y en très a bons. certains qui ont Ils une sont sale souvent tronche, moins hein. chers. Pourquoi? Parce que comme on les demande moins, ils sont moins chers. Donc forcément, c'est intéressant pour le portefeuille. Mais et c'est bon. Mais ils sont aussi bons. Et c'est très bon. Et ils sont aussi bons. Alors ça, vous allez énerver le pêcheur qu'on est allé voir parce qu'il se bat pour ça, pour dire que justement, tous les poissons ont un goût différent. Et c'est ça qui est intéressant. Et Anthony Caillot, qui a une étoile à Caen, il nous a emmenés à Port-en-Bessin. Et il nous a justement expliqué qu'il a redécouvert certains goûts de poissons parce que finalement, Très on cuisinait bonne tout le idée. temps les mêmes. Voilà. Regardez, on y va. Et aujourd'hui, le triporteur est en Normandie, dans le Calvados, à Port-en-Bessin, et on va parler des poissons oubliés. Ah bah là, si, regardez. Ah oui, voilà, bon, on est à sec, mais on va retrouver la mer. Si, vous inquiétez pas. Et alors, pour parler de poissons oubliés, on a rendez-vous avec Anthony Caillot, qui est venu de Caen, c'est ça? Oui, tout à fait. Et jusqu'ici, à Port-en-Bessin, pour trouver les poissons, c'est les meilleurs, là? Ouais, c'est pas mal. La proximité fait qu'on a une fraîcheur qui est quand même intéressante. Vous partez 4 jours. Ouais. Ça veut dire que pendant 4 jours, on vit en huis clos. En huis clos avec mon équipage de 5 personnes à bord, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24. D'accord. Dans le temps, on partait plus longtemps. Maintenant, on fait ça, c'est pour la qualité du jour, pour la qualité du poisson. On essaie de valoriser notre produit. Bon, Yannick, on vient faire les bons plans du poissonnier. Bien sûr, bien On est sûr. au bon endroit ou pas? Tout à fait. Il n'y a pas mieux. L'idée, c'est qu'en fait, on a un peu oublié certains poissons. Le client, le consommateur. Bien sûr. Pour moi, le grondin, la dorade grise, le grondin perlon, oui, le taco, et là où on arrive en fin de saison, sur le carlet. Et à savoir que là, il va commencer à maigrir oui, et il va avoir ses œufs. Donc la chair devient flasque. D'où la saisonnalité du poisson, en fait. Voilà. Il y a un truc qui vous fâche. Voilà, c'est quand toujours. on dit le poisson est moins cher, Il est moins bon. Ah, peut-être pas du tout. Pas du tout. C'est qu'en fait, on est moins nombreux à le demander, c'est ça, en fait. Voilà. Et la quantité de la ressource est plus importante qu'un bar. Ah oui, parce Voilà. qu'on nous dit qu'on trouve de moins en moins Moins de de bars poissons. ou Mais de non, thon, de thon. parce qu'on a mangé tout le temps ces mêmes poissons, en fait. Voilà. Si on suit bien la saisonnalité, c'est des poissons qui sont vraiment très intéressants gustativement. Les ressources naturelles, elles sont énormes, donc il faut en profiter. Donc on n'épuise pas une réserve, on trouve un goût nouveau. Nouveau, tout à fait. Et en plus, le portefeuille, il est plutôt content, là, non? Ah ouais. Hein? Tout le monde s'y retrouve. On se sent tout petit. Là, c'est vrai. Ils sont bien calés ou pas, Anthony? Ouais, mais j'espère. On va cuisiner donc le rouget. Comment on le prépare, là? Pas de sauce, hein? Pas de sauce. J'ai fait une recette très santé. Oui. Donc une cuisson à la vapeur avec les algues. D'accord. Régime, mais gourmand. Oui, toujours. J'ai taillé les carottes, les panais en brunoise, très fines, algues wakame. D'accord. Ou laitue de mer, les deux, qui vont renforcer ce goût très iodé du poisson. Revenu au beurre. Un beurre normand? Bien sûr. Oui, Là, oui, c'est oui. une évidence. Là. Et alors les Très petites bon. pommes, qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Eh ben, la fraîcheur, apporter un peu de la fraîcheur. Elle s'associe super bien avec l'aneth. Là, je crois qu'il y a des gouttes. Ouais. On va pouvoir se mettre à l'abri ou pas dans le bateau? Ben, on va rentrer dans la cale, ouais. Hein. Faut une échelle. Ouais, faut une échelle là. hein. Quand on est chez le poissonnier, quand nous étions jeunes, on nous dit je voudrais un Nautilus. Regardez-le. Il ressemble à un C'est vraiment Nautilus. ça. C'est vraiment ça, le rouget Et le grondin. poissonnier, il savait que Et, c'était un rouget et grondin. alors en plus, les halles sont merveilleuses là-bas. La criée est merveilleuse. Elle est face à la mer. Il y a justement une fête ce week-end, si je vous parle de Port-en-Bessin, c'est qu'il y a la fête de la coquille Saint-Jacques. Voilà, parce qu'on est en baie de Seine et regardez. Voilà, Ouais. donc on pourra manger du rouget grondin, mais Ouais. on pourra aussi découvrir, voilà, le goût du large. Voilà, c'est une fête où on fête la coquille Saint-Jacques avec de la musique et plein de choses. Voilà. Merci beaucoup, jeune homme. Alors, c'est plus efficace que toute la chimio, tout ce que vous voulez, quoi d'autre encore, des pilules et autres médicaments que vous ne prendrez plus après avoir lu ça, quoi. Alors, on commence par quoi? Journal intime d'une mère indigne de Jessica Zimmerman chez First. Alors, Jessica Zimmerman, c'est une fille que les geekettes, les filles qui sont sur le net, connaissent bien, parce qu'elle a fondé un blog. Les geekettes? Un geek, une geekette. Ah oui. Ah ouais. Une Faut pas geekette, se c'est tromper, mignon. hein. Une geekette. Attention, je ne me suis pas trompée. Non, vous non. Voilà, vous me déstabilisez tout de suite. Que les geekettes aiment beaucoup parce qu'elle a fondé un blog qui s'appelle Serial Mother,
très très drôle, vous avez vu comme elle est jolie, où elle raconte son quotidien de mère un peu débordé. Là, la version papier, c'est le journal intime d'une mère indigne qui décide de devenir parfaite. Alors évidemment, c'est pas gagné. Alors la mère indigne, la mère indigne en question, elle travaille dans la pub, elle a un mari qui est avocat et elle a 3 enfants, un préado César qui a 11 ans et qui se prend déjà pour un ado, une petite fille qui est fan de la Reine des Neiges, vous savez, libérée, délivrée, Oui, voilà, et une petite bien, fille ça. de 18 mois qui est insomniaque, ce qui est embêtant quand on est une mère et qu'on doit se lever la nuit. Elle a aussi un chien de race indéterminée, une belle-mère de race indéterminée aussi, c'est elle qui le dit, et une mère d'âge indéterminé, c'est elle qui le dit aussi. Alors, elle décide donc de devenir parfaite, ce qui est très difficile pour elle parce que c'est une mère qui est un peu faux-folle. Par exemple, quand vraiment elle n'en peut plus, elle vole les chocolats de ses enfants. Vous savez, tous les enfants ont une planque à chocolat. Elle les vole en disant que c'est le chien. Elle emmène ses enfants le matin en pyjama. Elle pense qu'il faudrait louer les enfants pendant l'hiver, et je la comprends parce que habiller 3 enfants le matin, mettre les lacets, les bottes, les écharpes, les bonnets, hop, il est 16h, comme il fait nuit à 16h30, vous avez une journée d'une demi-heure, c'est pas possible. En même temps, elle dit que quand ses enfants sont en colo ou chez sa mère, elle se dit avec mon mari, on va faire des trucs dingues et tout, puis en fait, on boit un verre de rosé en parlant de quoi? Des enfants, forcément. Voilà, c'est assez drôle. Souvent, c'est un peu excessif, vous voyez, mais c'est très décomplexant et moi, je trouve qu'il y a un truc vrai, c'est un peu une pierre dans le jardin de toutes les mères, notamment les actrices qui racontent. On lui donne quel âge à cette mère-là? Oh, elle a 35 ans. Très Elle a jeune 35 ans, c'est une jeune mère. C'est la sœur aînée de Bridget Jones. Voilà, c'est Bridget Jones qui a des enfants, qui a 3 enfants. Une pierre dans le jardin, vous savez, de toutes ces filles qui, dans les journaux, disent « Ah, mère, c'est le plus beau jardin du monde. Je fais pas de sport. Moi, le sport, je cours après mes enfants et ça me fait maigrir. Je me lève le matin, je bois un jus de citron. » Vous agace, celle-là. Elle nous agace parce que quand on est mère, en fait, on se lève à 2h du matin pour donner un biberon. Enfin bref, c'est la vraie vie des mères. C'est drôle. Moi, ça m'a bien fait marrer et je me suis beaucoup Tout à l'heure, je vous reconnue. parlais de produits chimiques, j'ai dit chimio, produits chimiques. Alors, produits chimiques ou homéopathie, soignez-vous avec la littérature. Voici le deuxième comprimé, c'est quoi? Alors, le deuxième comprimé, c'est un livre de cinéma que j'ai choisi pour vous, parce que je sais que vous êtes fan de cinéma. Ça s'appelle l'Encyclopédie de cinéma. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma, sans jamais oser le demander à Woody Allen. C'est chez Wombat. C'est 2 rigolos qui ont fait ça. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un critique de film? Eh bien, c'est un critique, un homme qui est tellement épris de liberté qu'il préfère ne pas aller voir les films avant d'en parler pour être sûr de ne pas avoir son jugement influencé par ce qu'il va voir. On en connaît évidemment, pas Charlotte, mais il y en a certains. À quoi reconnaît-on un film polonais? Un film polonais, c'est un gardien de prison dépressif qui tombe amoureux d'une carmélite suicidaire et le film fait la couverture de Télérama. C'est un peu vrai aussi. Qui sont les intouchables du cinéma? Ça, c'est assez vrai. André Bazin, jamais. Personne, à mon avis, ne sait qui est André Bazin, mais André Bazin, grand critique de cinéma, l'homme de la cinémathèque, on ne dit jamais du mal d'André Bazin. John Ford, Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, la grande dame du cinéma, Oui. Agnès Jaoui, la seule qui est capable de faire rire Jean-Pierre Bacri, la famille Coppola et Clint Eastwood. Jamais un mot contre Clint Eastwood. Les deux derniers, tout ce que vous avez dit avant, Ouais. c'est vrai. Ouais, Isabelle Huppert, pas touchée. ouais. Jeanne Moreau, bien sûr. Mm. Agnès Jaoui, évidemment. Jamais. Clint Eastwood, vous croyez? On peut en il dire s'en du est pris, mal. il s'en est pris deux. Il s'en est Avec pris ses prises de quelques-uns. position politique, il s'en est pris 1 ou 2, là. À quoi reconnaît-on un festival de films de femmes? C'est dans le 93, le 77 ou le 94. Dans tous les cas, il faut prendre le métro, le bus et après marcher 30 minutes. Et la réalisatrice a le droit de fumer dans la salle. Et ça, c'est tellement vrai. C'est très drôle, honnêtement. C'est chez Wombat. C'est un peu excessif, délirant et tout. Mais il y a toujours un fond de vérité. Et en plus, les illustrations sont de Berberian. Et je crois que je vous parlerai la prochaine fois du New Yorker. Parce que c'est génial et que je ne veux pas exécuter le New Yorker en 20 secondes. D'accord. La prochaine fois. D'accord. Voilà. Donc je reviens la semaine Mais prochaine. revenez pas demain, demain c'est fermé, mais la semaine prochaine. C'est fermé dimanche? Oui, c'est exceptionnel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est Hein raison, ouais. Julia Duway voudrait vous présenter un artiste, il fait quoi lui? Cet artiste, justement, William, il se sert de livres pour exprimer son art. Il a recouvert les rues du monde entier de livres. Et je vous dis du monde entier parce que ce que vous voyez là, c'est Toronto, mais il a sévi à Madrid, à New York, à Melbourne et dans d'autres pays encore du monde, notamment en Asie. 10 000 livres sont installés dans les rues dans le cadre de ce projet qui s'appelle Littérature contre trafic.
contre le trafic. Alors les passants sont invités à s'allonger, s'asseoir, faire un peu ce qu'ils veulent, feuilleter et surtout emmener des livres et les ramener. C'est un collectif qui cartonne sur Internet. L'idée, c'est vraiment de placer le livre au cœur de la culture, au cœur des préoccupations, au cœur de la vie. Ils sont posés tels quels? Ils sont posés comme ça. Regardez ce que ça donne vu d'en haut. 10 000 livres, voilà ce que ça donne. Dans une rue entière, rue bloquée, pas de voiture, que des livres. Il y a un beau message derrière. Tout ce que j'ai dans mon bureau, Oh, je crois qu'il faut oui, faire là, les Champs-Élysées. Hein, vous, en ce moment. c'est une autoroute. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est faire rien pour vous. Paris-Deauville. ça. C'est que dalle. C'est beau. Ça, c'est avec ça, avec l'arrivage d'une semaine, vous remplissez la rue, vous. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à livres faire de la alors. rentrée littéraire, donc voilà. 160 Et c'était que Vous les avez le mois reçus, de les septembre. 160 660. 660. 660. J'en reçois à peu près 50 par jour, je pense. Donc, Et vous par calculez. semaine, vous recevez combien? Ouais, plus de 300, oui. Par semaine. Facile, ouais. Tout genre confondu. Toujours confondu, ouais. Bonne chance, merci beaucoup. C'est la mer qui prend l'homme, tatatin. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai trop tiré Ta-ta-ta. sans- Alors pour ceux qui voulaient l'exiler, il était question évidemment de mettre le moussaillon de Télématin sur un bateau, et puis non, ils n'en ont pas voulu. On a dit bon, on le récupère. Mais par contre, vous avez suivi l'entraînement. Oui, parce que c'est une course Ça, en c'est bien. solitaire, c'est pour ça qu'on m'a sorti du bateau. Voilà. Ouais. Alors vous l'avez dit, 29 skippers, demain à 13h02, très exactement, ce sera la 8e. Oui, bah, pourquoi 13h02 hein. En fait, ils quittent le ponton des Sables d'Olonne vers 9h, un peu avant 9h. Ils relongent comme ça le chenal, ils vont arriver en mer, ils vont faire des petits ronds dans l'eau, pouf, et ils vont partir pour ce tour du monde d'est en ouest. Avec le passage de 3 grands caps. C'est en solitaire, sans assistance, sans escale bien sûr. Ça se passe tous les 4 ans, ce sera la 8e édition. Le meilleur temps, le record à battre, c'est celui de François Gabard, 78 jours, 2h16 minutes. C'était lors de la précédente édition. Et William, en janvier 2013, il y a un garçon qui est arrivé deuxième, juste 3 heures derrière lui, derrière François Gabard. C'est Mais Armel de Pléache. ils n'ont pas un routeur? Non, alors, ils ont tout ce qu'il faut à bord, eux, pour Il n'y a pas un gars à terre avec qui ils peuvent converser. Non, il n'y a pas de routeur. Ils ont leur carte météo, ils se débrouillent tout seuls. Voilà. D'accord. Et vous avez donc Bah, navigué là, avec Armel Armel Lecléache, Lecléache, qui, lui- exactement. Ouais. Et alors lui, il est arrivé, c'était la deuxième fois qu'il participait, c'est la deuxième fois qu'il est arrivé deuxième, donc là, cette fois-ci, il espère bien gagner. Et surtout, il a choisi un nouveau bateau, il s'appelle Banque Populaire 7, et il a choisi une nouvelle technologie sur ce nouveau bateau, il a mis des foils sur ce monocoque. ouais, En fait, bien. tous les skippers auront les mêmes types de bateaux, ça s'appelle des IMOCA, des bateaux 18 mètres, mais il n'y en a que 7 qui ont mis des foils. Alors, est-ce que ça sera plus rapide, pas plus rapide? Est-ce que ça tiendra s'ils rencontrent des ovnis, vous savez, ces objets flottants? Juste un mot identifiés pour ceux qui ne sont pas... Le foil. Le foil. C'est une espèce de lame, d'aile, qui est sous le bateau, sous la coque, et qui permet au bateau de se soulever et parfois de voler. Alors nous étions du côté de Lorient avec lui pour son entraînement, parce qu'en fait la base de ce bateau, le port d'attache, c'est à Lorient. Il y a une grosse équipe, hein. Il est tout seul à bord, mais il y a une grosse équipe derrière, donc on la salue, cette équipe. Et nous avons fait des ronds dans l'eau et j'ai mouillé le maillot. Le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Je suis super bien planqué. Armel, il va pas me trouver. Là. Bon Grégoire, tu viens bosser maintenant? On va aller naviguer. Je crois qu'il m'appelle, là. J'ai du boulot. Maintenant on va hisser la grand voile, on va aller naviguer. Tu vas venir tourner un peu les manivelles. Donc t'as fait un tiers. Un tiers, c'est déjà pas mal. Pas mal. Le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qui part des Sables d'Olonne et qui revient aux Sables d'Olonne. On doit passer les 3 caps, le Bonne-Espérance, Cap Lewin donc en Australie et Cap Horn, donc c'est d'est en ouest. Alors mon bateau, c'est un monocoque IMOCA de 18 mètres 28 de long. Sous la coque, il y a une quille qui va jusqu'à 4 mètres 50 de tirant d'eau, un mât qui va monter à peu près jusqu'à 29 mètres de haut et 5-6 mètres de large. Ici, c'est ta petite maison. Voilà, si c'est mon appartement pour les 80 jours en solitaire. Faudra revoir la déco, hein. Je suis désolé. Ouais, mais... c'est clair. Hein. Ici, c'est la table à cartes. C'est vraiment l'endroit où on va faire toute la météo, les communications, tout est centralisé ici. Et ton coin cuisine? Le coin cuisine, c'est derrière. Je me sens totalement inutile. Je vais quand même l'aider. Allez, c'est parti. Alors, on sent que le bateau accélère. C'est vraiment le moteur du bateau, hein, les voiles. Hein. Les foils, tu les sors quand? On va pouvoir avoir une bonne vitesse, il y a du vent, on va pouvoir les mettre en place. Alors les foils sur un monocoque, c'est une nouveauté qu'on déploie dès que le bateau accélère. Ça permet de soulager le bateau à certaines allures. C'est une espèce de portance, un peu comme des ailes d'avion. Alors déjà à 21, 20, 22. Ça c'est les bonnes moyennes sur le Vendée Globe. Si on va pouvoir faire quasiment 500 000, presque 1000 km par jour. 1000 km par jour. Ça c'est des bonnes journées.
En pointe, on peut monter jusqu'à plus de 30 nœuds de vitesse. Donc sur un bateau, c'est très rapide, ça fait à peu près quasiment 60 km/h. On va faire ce qu'on appelle un virement de bord. Et avant ça, on va aller faire le matossage. Tous ces sacs pour l'instant sont du beau côté, au vent. Il va falloir les passer sous le vent. Ok, c'est parti. Ouais. Au niveau assistance, en fait, on n'a pas le droit d'assistance météo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de routeurs à terre qui vont nous guider pour faire la stratégie. C'est-à-dire que nous, à bord, on va faire notre propre stratégie, donc notre propre analyse à bord. La fiabilité des bateaux, c'est très important. En moyenne, 50% des concurrents abandonnent sur un Vendée Globe, donc 50% des bateaux finissent. Donc déjà, il faut être du bon côté, et ensuite, pour viser la gagne, il faut être rapide jusqu'à l'arrivée. Il va falloir gérer, bien sûr, le sommeil. C'est des tranches de 45 minutes, 1 heure maximum pour dormir, cela plusieurs fois par jour. Je pense que si on veut comparer avec un autre sport, c'est un peu si on devait faire une course pour monter au l'Everest. Voilà, avec le premier qui arrive avec une médaille d'or au bout. Voilà, c'est un peu ça le Vendée Globe. C'est à la fois une aventure, mais un défi sportif très important. On aurait dû faire ça depuis le départ, en fait. Il y a toujours un curseur à placer. En fonction des conditions météo, et il faut trouver le bon endroit pour le curseur, aller assez vite sans tout casser, sans se faire mal, sans se blesser, sans se mettre trop dans le rouge. Donc ça, c'est une gestion qu'on a à faire pendant 3 mois, et ça, c'est pas évident. Finalement, c'est le mental du solitaire est beaucoup mis à l'épreuve pendant un Vendée Globe. Au fond, sur un bateau fait pour un solitaire, vous n'avez rien à y faire. Moi, non. Non, surtout moi. Est-ce que je peux aider? Non, surtout pas. C'est un bateau pour solitaire. On va les suivre dans Télématin, ça va très bien vite, sûr. hein. Très, très vite. Non, c'était même là, on s'en rend compte. Une belle expérience. Et là, en plus, on a eu de la mer. En plus. Ça bastonnait. Ah. Très bien, merci beaucoup. Faut mettre ça, ouais. Aujourd'hui à Paris se déroule la Paris Map Fair. In English, ça veut dire quoi? Le salon de la carte géographique Voilà, le salon de la carte ancienne. géographique ancienne. Voilà. Il y a quoi, une trentaine de marchands? Il y a une trentaine de marchands, il y a beaucoup d'étrangers. Et en fait, ça nous permet d'aborder cette thématique de la carte géographique. Et c'est vraiment un domaine fascinant parce que finalement, c'est toute l'histoire de notre monde, toute l'histoire de l'humanité. Par exemple, moi, en préparant le sujet, j'ai appris pourquoi l'Amérique s'appelait l'Amérique. Eh bien, tout simplement parce que quand Christophe Colomb arrive sur ce continent, il pense qu'il est aux Indes, d'où le nom des autochtones, les Indiens. Et en fait, le seul qui comprend que c'est un nouveau continent, que c'est une nouvelle terre, c'est le navigateur Amerigo Vespucci. Voilà. Et du coup, en hommage à Amerigo, eh bien, les cartographes de l'époque appellent l'Amérique l'Amérique. Donc voilà, au-delà de ça, c'est fascinant aussi. Il s'appelait l'Amérique. Oui, c'est l'Amérique. Oui, ça aurait pu s'appeler la Vespucci aussi. Ou la Vespucci. Je suis Vespucci. Bon. Ça faisait trop italien. Ce qui est fascinant aussi, William, dans les cartes anciennes, c'est que ce sont toujours des documents très anciens. Donc ce que vous allez voir, ça date du 15e, du 16e, du XVIIe siècle. Alors c'est protégé, on ne peut pas les toucher. Non, c'est pas protégé. Regardez, on en a une là. Elle date de 1650. 1650, ça c'est un document de 1650, époque à laquelle on pensait que la Californie était une île. Donc vous voyez l'Amérique et puis l'île à côté. Donc c'est drôle, il y a plein de choses comme ça dans ces cartes anciennes et ça c'est génial. Non, je croyais que c'était une copie de l'époque. Non, je ne vous ramène que de l'authentique, moi ici, monsieur. Voilà, c'est de l'authentique. Regardez, nous avons rencontré Béatrice Loeb qui justement organise Paris Map Fair aujourd'hui et qui est une grande spécialiste des cartes anciennes. Regardez. Donc, ce qui est très intéressant avec la cartographie, c'est qu'on voit toute l'évolution du monde, à la fois l'évolution géographique, mais l'évolution historique, les frontières, les conflits, les découvertes. Il y a une map monde de 1493 qui représente l'Europe, l'Afrique, etc., sans les terres nouvelles, sans l'Amérique. On voit très bien que cette carte est encore le reflet du Moyen-Âge. On voit les différents vents qui soufflent en éléments décoratifs et on voit les fils de Noé qui sont représentés tout autour de la carte. Voilà, ça c'est la vision médiévale du monde, juste avant qu'on sache que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Cette carte est un document assez exceptionnel puisque c'est une des premières cartes gravées qui figure l'Amérique, publiée par Waldseemüller. On voit les Antilles
où Christophe Colomb est arrivé, et on voit une partie du Brésil. Enfin, voilà, c'était vraiment la partie connue de l'Amérique à l'époque. Cette carte date du milieu du XVIIe siècle, qui est le siècle d'or de la cartographie hollandaise. Donc on voit tout à fait l'évolution de la cartographie, les côtes, il y a beaucoup plus de noms, c'est beaucoup plus précis. Et on voit la Nouvelle-Angleterre, on voit aussi les fleuves, et on voit aussi la Nouvelle-Amsterdam, qui en fait est New York, puisque New York a été colonisée par les Hollandais. La légende dit que les Hollandais ont échangé Manhattan aux Indiens Manat contre des perles de verre. Parfois, les navigateurs revenaient aussi avec des récits fabuleux, donc après, les cartographes transcrivaient un petit peu ça. Cette carte de l'Islande est très recherchée par son aspect décoratif et fabuleux. Presque aucune carte ne présente autant de monstres marins que celle-ci. Et évidemment, ça fait rêver. Cette année, au salon, il y a une thématique, les cartes satiriques. Et donc, ces cartes évoquent souvent ou principalement les conflits, les guerres, les tensions politiques. Selon le pays qui a réalisé la carte, le point de vue n'est pas le même. Donc, tel et tel pays est représenté comme un envahisseur ou au contraire comme un allié. Ou la Russie montrée comme un ours qui envahit l'Europe, ou des cartes avec des chiens qui aboient agressifs. C'était très graphique, presque des cartoons en fait. Mais tout est à peu près conforme, à part la Californie. Oui, ouais. Le reste, à quelques détails près. Le problème, c'est qu'à l'époque, on faisait en fonction des connaissances du moment. Et puis les navigateurs, les explorateurs, ils n'avaient pas toujours les bons outils scientifiques. Ils se repéraient beaucoup aux étoiles et puis ils avaient des outils assez... Donc du coup, ça laissait place à une marge d'erreur très, très importante. Je trouve que c'est pas énorme là-dessus. C'est pas non, mal. c'est vrai, c'est pas énorme. Pas mal. Paris Mat Faire, c'est aujourd'hui de 11h à 18h. C'est pas très cher, ça? L'hôtel Ambassadeur. Alors non, juste... Enfin, là, une carte comme ça, c'est estimé aux alentours de 3 000 €. Mais enfin, vous avez un document qui date du XVIIe siècle, qui a été imprimé... je crois que c'était une reproduction, mais c'était non, un original. elle est coloriée à la main, il y avait des ateliers de coloriage à Passionnant. l'époque, c'est incroyable. Ouais. Ouais, voilà. Bon, merci beaucoup. Bon, alors, mademoiselle Julie a des choses à dire. C'est une petite devinette. Pourquoi vous nous posez une devinette? Rapidement, c'est une devinette qui a vraiment fait le buzz en Angleterre. Regardez qui est sur cette photo, William. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est cette photo qui a fait le tour d'Internet. Attendez, une seconde. Je vois pas. Non, Ah, on l'a c'est pas William. ici, là. C'est le Cette prince photo- homonyme, non? Et en fait, voilà, c'est ça. Ce qui est Alors, assez attendez. hallucinant, c'est la ressemblance, William. Non, Cette c'est le photo- père, c'est le duc d'Édimbourg, ça, non? Exactement, cette Ah. photo, elle date de 1957. C'est le Ouais. photographe officiel de la reine qui l'a mis sur son compte Instagram. Et depuis, c'est un buzz hallucinant parce que tout le monde est surpris, choqué par la ressemblance entre les deux hommes. Autant il ne ressemble pas à son père, autant il ressemble énormément à son grand-père. Voilà ce qui fait le buzz en Angleterre, c'est cette photo. Duc d'Édimbourg, bien sûr. Bon, allez, pour la prochaine destination, direction Madrid. Et nous allons prendre un autre angle pour parler de la fascination qu'exerce le monde artistique américain sur les Espagnols. Par exemple, en Espagne, on vénère les comédies musicales de Broadway. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec notre correspondante sur place, Sandrine Mercier. Alors Sandrine, on va voir quoi? Bonjour. Bonjour William, allez venez, je vous emmène au spectacle, mais pas à celui de flamenco comme vous pourriez vous y attendre ici, direction les États-Unis. Et ce, sans bouger de votre fauteuil, grâce à la comédie musicale. Figurez-vous que les Espagnols sont des grands fans de ces shows à l'américaine. Alors, dès que le soleil se couche, c'est une autre musique qui se joue sur la Grande Via de Madrid. La célèbre avenue de la capitale espagnole prend soudain des airs de Broadway. Une des comédies musicales du moment à Madrid s'appelle La Llamada. 1 heure avant le spectacle, la foule se masse devant le théâtre. On avait très envie de venir. Cette comédie musicale est un grand succès. Ça fait 2 ans qu'elle se joue dans ce théâtre. Je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. Cette comédie musicale reprend les tubes de l'américaine Whitney Houston. Mais pour Angie, chanter et danser sur la Grande Via de Madrid est déjà le début d'un rêve. Mon rêve est de continuer à chanter ici. Mais si un jour je pouvais me retrouver à Broadway, ce serait génial. Mais ça va arriver, ça va arriver. J'adorerais.
J'ai pris. Si sur scène, le spectacle fait sensation, en coulisses, ce n'est pas encore l'Amérique. Ici, les artistes doivent partager l'unique et seule petite loge, car les budgets n'ont pas grand-chose à voir avec le pays de l'oncle Sam. En Espagne, nous n'étions pas habitués aux comédies musicales. Et puis les gens ont voyagé et ils disaient « c'est génial ». Le cinéma a ensuite fait des films avec ce genre musical, donc on s'est rendu compte que ça manquait en Espagne. Les gens d'ici voulaient aussi pouvoir voir des comédies musicales. La comédie musicale est devenue en quelques années un phénomène, grâce notamment à des grandes productions comme celle du Roi Lion. 5 ans que le spectacle est ici à l'affiche. Une des clés du succès est de traduire les chansons en espagnol. Pour ABBA, ça donne ça. Pour tenter d'être un jour en haut de l'affiche, les jeunes Espagnols s'inscrivent dans ces cours de comédie musicale. 1, 2, 3, pas de bourré. Ils essaient bien sûr d'imiter leurs cousins d'Amérique, même si pour eux, la passion doit rester une priorité. Aux États-Unis, pour moi, c'est plus du business pour faire de l'argent. En Espagne, il y a sûrement de tout. Mais j'ai l'impression qu'ici, on le fait plus par passion. On essaie de sortir nos tripes et de montrer ça au monde entier. Ça a été fabuleux de voir qu'en un rien de temps, nous sommes passés de 0 à des dizaines de comédies musicales. Le seul problème est que pour l'instant, il n'y a pas encore eu la création d'une grande comédie musicale 100% espagnole. L'union du flamenco et des claquettes pourrait donc bien faire un jour des étincelles. En attendant, les artistes espagnols chantent leur passion à plein poumon. Merci Sandrine. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web, Julia. On va s'intéresser à la toute-puissance des États-Unis sur le net. Et les Américains sont eux, j'allais dire, c'est eux qui ont inventé le système, quoi. Internet, après tout. Complètement, ce sont les pères fondateurs du web, ce sont les grandes universités américaines qui, pour la première fois, ont envisagé une connexion informatique entre 2 ordinateurs placés à distance. Et on le sait que c'est dans la Silicon Valley que se trouvent toutes les plus grandes entreprises informatiques et Internet du monde entier. Alors, l'omniprésence de l'Internet aux États-Unis, elle est dans tout, William. C'est-à-dire que la majorité des ordinateurs qu'on utilise sont vendus avec un système d'exploitation qui appartient à Microsoft ou à Apple. Si vous voulez surfer sur la toile, vous allez utiliser des moteurs de recherche, des navigateurs qui sont américains. Vous allez avoir des boîtes mail qui vont être elles aussi américaines. Pour échanger des messages, c'est pareil. Les premiers blogs, la plupart des choses que vous allez chercher sur Internet, les premiers moteurs de recherche comme Google, les produits que vous allez vouloir acheter, eBay a été créé au départ par un Français, mais il a été très très rapidement racheté par des Américains et c'est le leader mondial. Vous avez besoin d'une vidéo, c'est sur YouTube que vous allez y aller, même si Dailymotion, qui est français, arrive à prendre un peu sa part du gâteau chez nous en France. Dans le monde entier, c'est YouTube qui est évidemment le grand dominant. Donc, quel que soit ce que vous faites, vous passez par quelque chose, Internet, qui est américain. Alors, cette domination, William, elle est quand même en passe d'être moins forte aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'autrefois, quel que soit ce que vous vouliez faire sur Internet, si vous achetiez un ordinateur, si vous vouliez le connecter, il fallait passer par cette organisation qui s'appelle l'ICANN. C'était elle qui vous desservait votre adresse IP. Alors, c'est un peu technique, mais quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, si vous voulez être connecté à Internet, il fallait passer par ça. Si vous voulez une extension comme .fr ou .com, il fallait passer par l'ICANN. Sauf que depuis le 1er octobre 2016, il y a un mois, cet organisme n'est plus américain, elle est internationalisée, donc autonome. Et ça, c'est très très important pour l'Internet du monde entier. Et puis, il faut savoir aussi que aujourd'hui, dans le monde, vous avez des chiffres qui montrent plusieurs choses. C'est-à-dire que jusqu'en 2008, les États-Unis ont été les champions du monde du web. Ils ont été dépassés en 2008 par la Chine, qui a aujourd'hui 668 millions d'internautes. Vous voyez, les États-Unis ne sont plus que 3e. C'est-à-dire qu'en 8 ans, ils ont... Vous avez vu la part qu'ils ont maintenant aujourd'hui. Ils ont été dépassés par l'Inde en 2015. Nous sommes 9e avec la France, avec 50 millions d'internautes en France. Et si on devait citer, là, pour terminer rapidement, les personnalités américaines les plus présentes sur le net? Alors, les plus célèbres, les plus connus, ce ne sont pas Barack Obama, Beyoncé ou d'autres, ce sont des youtubeurs qui gagnent énormément d'argent. À la star, par exemple, de celui-ci, on en a déjà parlé, c'est un couple qui propose des objets des années 90 à des enfants
eux font un carton sur Internet, ce sont les plus puissants. Et vous avez aussi cet internaute qui gagne 3 millions par an grâce à ça. Vous savez ce qu'il fait? Il regarde des jeux vidéo, il se filme en jouant, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. C'est tout. C'est tout. C'est bien ça. Et il cartonne. Mais il n'y a qu'un boulot comme ça, il n'y en a pas deux. Il n'a que ça. Il gagne à peu près 2 millions d'euros par an. Merci beaucoup, Julia.